Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Real Madrid et plus précisément du Mercato, du club de la capitale espagnole. J'ai pas beaucoup parlé du Real Madrid depuis le lancement de la chaîne, c'est vrai que j'ai lancé la chaîne il y a un peu plus d'un an désormais, j'ai pas eu énormément l'occasion de parler du Real, j'en ai parlé sur TikTok, n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur TikTok, un Momo parle de foot, mais c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé sur la chaîne, pourtant le Real Madrid est quand même le plus grand club de l'histoire du football, donc c'est vrai que c'est assez dommageable de ne pas en parler suffisamment. J'en avais parlé avec Walid évidemment, puisque Walid est un fan du Real, donc j'en avais parlé avec lui sur une vidéo qu'on avait faite après le Real City, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé tout seul et j'aimerais vraiment revenir sur le mercato du club de la capitale et voir un peu ce qui va se passer. Évidemment que le titre de cette vidéo sera l'avenir du Real Madrid, qu'est-ce qui va se passer maintenant côté mercato, et puis surtout est-ce que ce mercato là finalement ne prépare-t-il pas l'avenir du Real, parce que c'est vrai que le Real recrute jeune, le Real ne recrute pas forcément de joueurs stars depuis le début du mercato, même si Bellingham est une star évidemment, mais sinon quand on regarde les autres postes auxquels le Real a recruté, ils n'ont pas recruté de grosses stars, il y a Arda Güler, il y a Fran Garcia, donc c'est du mercato un peu modeste, du mercato un peu humble, et on va voir les raisons de ce mercato là, et pourquoi est-ce que le Real recrute aussi humble alors que ça ne leur ressemble pas. On est quand même sur un club qui nous a offert il y a quelques années, il y a 10-15 ans, un mercato des Galactiques, on parle d'un club qui il y a quelques années pouvait aligner Ronaldo, Benzema, Bale, etc. Donc des joueurs stars, c'est un club qui a une tradition de joueurs stars, et c'est vrai que sur ces dernières années, ils font des mercatos plutôt humbles, et évidemment que Kylian Mbappé va signer, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, et ça va un peu couper avec la tradition des dernières années qui est de recruter plutôt humblement, évidemment qu'avec le recrutement d'Mbappé, ils vont rebasculer dans cette ère de galactique, mais c'est vrai qu'ils recrutent plutôt humblement. Alors j'ai mes notes évidemment, le mercato est original et humble. Alors le mercato, je le trouve vraiment original parce que c'est pas un mercato auquel les grands clubs que les grands clubs nous offrent d'habitude. C'est vrai que les grands clubs aiment beaucoup recruter des joueurs stars, etc. Là par exemple le Bayern va recruter Kane, le Bayern va recruter Walker, le Barça a recruté Gundogan. Donc c'est vrai que les grands clubs nous habituent d'habitude à recruter des joueurs stars. Si tu vas chez les clubs anglais, c'est encore plus exacerbé. Manchester United vient de recruter Mason Mount. Donc on est face à des gros clubs qui aiment bien marquer le coup et qui aiment bien attirer de gros joueurs. Là le Real, et Pérez l'a dit très très tôt, le Real n'a pas envie de recruter plus. Ils ont dit que Joselu serait la dernière recrue du mercato. Évidemment qu'on ne va pas croire à Florentino Pérez sur parole, c'est un homme d'affaires. Évidemment que s'il peut s'engouffrer dans la brèche Mbappé ou même dans la brèche Harry Kane, il le fera volontiers. Mais c'est vrai que le mercato est un, parce que Arda Güler c'est quand même un gros talent, mais évidemment que ça reste jeune et plutôt frêle pour le moment. C'est pas un joueur que tu vas aligner d'entrée de jeu sur un match de Ligue des Champions. Bellingham, tu as quand même investi 105 millions d'euros sur lui, et ça c'est vraiment le gros recrutement du Real Madrid. Mais Bellingham, on est aussi sur un jeune joueur qui n'a pas encore non plus énormément d'expérience, même s'il a déjà joué des gros matchs, mais on n'est pas sur un gars qui a déjà gagné des Ligues des Champions ou qui est un joueur encore très très confirmé, même si c'est peut-être le plus grand talent de sa génération. On a Joselu, alors là c'est vraiment un recrutement très surprenant parce que Joselu c'est l'attaquant de Liga par excellence, et le Real n'a pas l'habitude d'aller piocher ces mecs-là. L'habitude c'est plutôt le Barça ou l'Atlético qui sont sujets à ce genre de recrutement, c'est plutôt ces deux clubs-là qui vont chercher des joueurs de Liga. Le Real Madrid n'a pas l'habitude de le faire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols au Real. J'en ai parlé déjà précédemment sur la chaîne, et c'est vrai que je fais un peu chier Walid là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols au Real, et là ils ont décidé quand même de recruter Joselu qui est l'attaquant espagnol de base. Ils ont pris Fran Garcia qui est lui aussi un jeune espagnol, donc c'est vrai qu'ils sont vraiment sur une stratégie de rupture. Là où le Real aimait beaucoup recruter des stars étrangères, et bien là le Real recrute des joueurs espagnols qui ne sont pas non plus le haut du panier en Espagne, parce que Joselu, Fran Garcia, c'est pas non plus le haut du panier à leur poste respectif, mais c'est vrai que le Real Madrid va quand même aller chercher ces joueurs-là, et c'est plutôt intéressant, et c'est pour ça que je parle de mercato plutôt original, parce que c'est pas l'habitude du Real que de réaliser ce genre de mercato, et je parle aussi de mercato humble, parce que normalement, en temps normal, le Real Madrid sera allé chercher des plus gros joueurs, mais ça s'explique aussi par le fait que le Real Madrid n'a pas de budget illimité, là où le PSG, City sont détenus par des États, et forcément ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Le Real malheureusement doit gérer son économie, parce que c'est pas un club État, et donc forcément ils peuvent se retrouver confrontés à certaines difficultés financières, ce qui explique aussi le fait que sur les dernières saisons, ils n'ont pas non plus énormément dépensé sur le mercato. Alors quels sont les enjeux? Il y a Fran Garcia qui a signé évidemment, il y a Joselu, il y a Brahim Diaz également, donc c'est vrai que c'est un mercato qui est plutôt humble. Bellingham qui a signé également, donc ça c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'étendard du mercato du Real Madrid, c'est vraiment le joueur jeune, marketing, etc., qui fait beaucoup parler de lui, qui va être classé très haut au Ballon d'Or, qui est anglais, donc là aussi évidemment ça donne un aspect encore plus planétaire à ce transfert, donc c'est très intéressant. Mais l'enjeu principal du Real Madrid sur le prochain mercato et sur la saison à venir, ça va être de remplacer Benzema. La surprise générale, l'international français a quitté le Real Madrid, et c'est vrai que lorsque Benzema part, on ne s'attend pas à ce que Joselu vienne. Joselu n'a pas récupéré le numéro 9, donc ça nous donne un indice que le Real Madrid va peut-être recruter à ce poste-là. Pérez a dit qu'il n'allait pas le faire, donc est-ce qu'on
part sur une saison avec Rossellou en 9 en tant que titulaire? Je pense pas. Je pense que Rossellou peut jouer titulaire en 9 sur les matchs de Liga. Je pense qu'il peut le faire, il peut vraiment assumer ce rôle-là. Maintenant, sur les matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il faudra quand même un joueur d'un plus haut standing. Là, j'invente pas le football quand je dis ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, quelles vont être les pistes du Real Madrid? Il y a la piste Mbappé, évidemment. Mbappé peut jouer, pourquoi pas numéro 9, mais on sait qu'au PSG, il l'a déjà fait et ça lui a pas vraiment plu. Il l'a même fait savoir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va falloir recruter un autre joueur? On parle de Kane, il peut y avoir aussi d'autres rumeurs qui peuvent arriver. Il peut y avoir la rumeur Kolo Muani, Osimhen. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de numéro 9 qu'on annonce sur le départ. Il y a eu la rumeur Vlahovic qui était une rumeur fondée. Donc voilà, il peut y avoir aussi d'autres rumeurs sur le poste de numéro 9, mais j'ai pas l'impression que le Real ne veuille recruter les joueurs qui sont sur le marché. Osimhen, Kolo Muani, Vlahovic, il y a eu quelques rumeurs, mais ça a jamais été insistant. J'ai pas l'impression que le Real ne veuille s'aligner sur ces joueurs-là. Kane, c'est plus le Bayern Munich, je pense qu'il va signer là-bas. Donc c'est vrai que finalement, tu te retrouves face à des pistes qui n'existent plus ou qui n'ont peut-être même jamais existé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aligner Rossellou? Moi, je pense que Rossellou sera titulaire sur les premiers matchs de Liga. Si il porte satisfaction, pourquoi pas continuer, comme Choupo-Moting, ce qu'il avait fait au Bayern Munich. Personne ne s'attendait à ce que Choupo soit titulaire au Bayern. Finalement, il a fait deux saisons. Là, il a fait la saison dernière en tant que titulaire au Bayern et même la saison d'avant, il remplaçait volontiers Lewandowski. Il était très bon. Donc pourquoi pas un destin à la Choupo-Moting ou à la Braithwaite pour Rossellou? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, parce que s'il est bien servi, il peut marquer des buts. Parce que ce qu'il faisait dans son ancien club, qui est un club plutôt moyen de Liga, il pourrait pourquoi pas le faire avec le Real Madrid? Si tu arrives à claquer 10-15 buts en Liga avec un club modeste, alors avec le Real, si tu es mieux servi, tu peux marquer encore plus de buts, je pense. Donc en Liga, je pense que ça peut être suffisant, mais je pense que si le Real Madrid ne recrute pas au poste de numéro 9, que Kylian Mbappé ne vient pas, je pense que ce serait Rodrigo qui devra assumer ce poste de numéro 9, et je pense qu'on peut se diriger vers un trio Vinicius, Rodrigo, Valverde. Et j'ai quand même l'impression que c'est plutôt limité pour un club comme le Real Madrid. Je pense que pour la Liga, ce sera Rossellou, mais je pense que pour la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti privilégiera plutôt Rodrigo, qui a déjà remplacé à de nombreuses reprises brillamment Benzema. C'est vrai qu'il a souvent assuré l'intérim quand Benzema était blessé l'année dernière, parce que Benzema a beaucoup été blessé aussi l'année dernière. Donc c'est vrai que finalement Benzema part cette saison, mais il était un peu déjà parti la saison dernière parce qu'il était beaucoup blessé. Et donc je pense que en Liga, on peut se diriger vers Rossellou en numéro 9. En Ligue des Champions, on peut se diriger vers Rodrigo parce qu'il a déjà porté satisfaction à ce poste-là, même s'il va afficher évidemment certaines limites parce qu'il n'est pas à son poste. Que si tu décales Valverde à droite, même s'il a déjà assuré l'intérim, il n'est pas à son poste non plus. Donc finalement, est-ce que tu te montres assez compétitif en bricolant comme ça quand tu t'appelles le Real Madrid? Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant parce qu'il va falloir remplacer Benzema. Les pistes Kolo Muani, Osimhen, Vlahovic, c'est des pistes qui mènent à rien parce que le Real ne s'alignera pas dessus. Kane va au Bayern, Mbappé n'est pas sûr de signer, et même s'il signe, numéro 9 c'est pas son poste. Donc c'est vrai que tu te retrouves face à des options qui s'annulent. Ensuite, il va y avoir un autre problème fondamental au Real Madrid, ça va être la gestion des anciens. Carvajal, Modric, Kroos, comment est-ce que tu vas gérer tous ces mecs-là? Parce qu'on sait que là au milieu de terrain, il y a vraiment un embouteillage. Moi, je préconise, et j'en ai parlé avec Walid à de très nombreuses reprises, c'est Camavinga. Moi, mon milieu de terrain pour l'année prochaine pour le Real Madrid, ce serait Camavinga, Bellingham, Modric, avec Kroos et Tchouaméni sur le banc qui pourraient rentrer, Valverde qui pourrait aussi dépanner à ce poste-là. Il y a Ceballos aussi qui est présent, mais je pense que lui se dirige plutôt vers un départ. Mais moi, j'opterais vraiment pour Camavinga, Bellingham et Modric. Modric qui va t'apporter un peu cette expérience. On est tous d'accord pour dire que c'est sûrement la dernière année de Modric, sûrement la dernière année de Kroos, et qu'il va falloir composer avec ces joueurs-là. J'ai plutôt l'impression que ces mecs-là ne vont pas vraiment se focaliser sur le football, sur le terrain cette saison. J'ai plus l'impression que ce seront plus des leaders qui vont permettre à Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni de progresser. J'ai plus l'impression que leur rôle va être bénéfique en dehors du terrain et que ça va plus se jouer dans le vestiaire, parce que je pense que c'est leur dernière saison et eux, leur rôle, ça va être d'accompagner ces joueurs-là vers la Ligue des Champions, vers les huitièmes de finale, vraiment les aider, etc. Plus psychologiquement en tant que mentor, plutôt que sur le terrain, parce que c'est vrai que Modric, Kroos, ils ont quand même affiché leurs limites, même s'ils ont gagné une Ligue des Champions il y a à peine un an, ils ont quand même affiché leurs limites face à Manchester City, ils ont quand même affiché aussi certaines limites en Liga, et je pense qu'on se dirige plus vers Bellingham titulaire, parce que Bellingham il coûte pas 100 millions pour rien. Je pense que s'il vient, c'est quand même pour être titulaire directement, et je pense que les deux ne peuvent plus jouer ensemble simultanément. Je pense que Modric et Kroos ne peuvent plus jouer ensemble tous les deux, ne peuvent plus être alignés tous les deux. Pourquoi pas sur un match de Liga contre Osasuna ou contre je sais pas qui, mais en Ligue des Champions, ça va être compliqué pour ces deux mecs-là de gérer l'intensité, surtout que ce serait vraiment frustrant de voir Modric et Kroos qui a 35 piges passées sont titulaires, alors que tu as du Bellingham, du Tchouaméni, du Valverde sur le banc. Je pense qu'Ancelotti ne va pas se passer de ces jeunes-là qui peuvent lui apporter vraiment un dynamisme au milieu de terrain pour mettre les anciens. Je pense que les anciens, il y en a un sur deux qui va jouer, et je pense que même il y aura des matchs où ce sera du 0 sur 2 et plus un rôle de mentor, d'entraîneur, de relais d'Ancelotti dans le vestiaire, et ça c'est très intéressant. Donc il y a la gestion des anciens, mais en fait cette gestion des anciens, elle n'est pas si problématique que ça, parce que je pense pas que Modric et Kroos
aujourd'hui parlent avec leur ego. Je pense que quand on a fait autant dans le football, on ne parle plus avec son ego. Maintenant, ils savent qu'ils ont 35, 36, 37 ans. Leur rôle maintenant, c'est plus de jouer tous les matchs et ils le savent très bien. Et même Kroos l'a dit, leur rôle, c'est d'accompagner les jeunes maintenant et je pense que ça, c'est très intéressant. Maintenant, il va y avoir des indésirables. Ils se sont débarrassés d'Hazard, d'Asensio, de Mariano, de Vallejo. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il était temps. Maintenant, il va y avoir aussi de nouveaux indésirables. Est-ce qu'on garde Ferland Mendy? Est-ce qu'on garde Tchouaméni? Parce que c'est avec Tchouaméni, il a fait une première saison mi-figue, mi-raisin. Avec l'embouteillage au milieu de terrain, pourquoi pas le prêter? Je sais pas. On parle peut-être de Liverpool. Là, je suis dans le foot fiction, mais c'est vrai que Tchouaméni, pourquoi pas laisser guérir ailleurs? Est-ce qu'il va continuer à apprendre au Real? Est-ce que finalement une saison ratée, encore ratée, je pense pas qu'elle soit ratée, mais c'est vrai que la saison était quand même plutôt compliquée, on va dire, pour Tchouaméni. Sa saison, c'est plutôt du 5 sur 10, du 6 sur 10. Donc, moi, je préconiserais quand même de le garder, mais si tu le gardes et qu'il joue pas beaucoup, tu vas un peu stopper sa progression. Donc là aussi, il va y avoir un problème qui va commencer à se poser pour Tchouaméni. Ferland Mendy à gauche avec Fran Garcia, il y a quand même une absence de concurrence parce que tu n'as pas recruté un gros nom. On parle de Davis, mais ça m'étonnerait que le Bayern ne lâche Davis. Je pense que Davis veut venir au Real, mais le Real ne voudra jamais débourser la somme et le Bayern ne voudra jamais le lâcher. Fran Garcia, je pense que c'est lui qui va partir titulaire, espoir, espagnol, qui a déjà fait ses gammes au Rayo Vallecano, qui connaît très bien le club puisqu'il est formé au Real. Je pense que c'est lui qui va s'imposer en tant que titulaire et Ferland Mendy, sa fragilité physique, je pense que ça va lui porter vraiment préjudice et j'ai plus l'impression qu'il soit dans les petits papiers d'Ancelotti puisque même si Fran Garcia se blesse, il y a l'option Camavinga qui a porté satisfaction, même si Ancelotti a dit que Camavinga ne jouerait pas arrière-gauche cette saison. Mais bon, ça on sait jamais, vous savez, quand il faut bricoler, on bricole et on oublie ce qu'on a dit avant. Donc c'est vrai que j'ai plus l'impression que si Fran Garcia se pète, j'ai l'impression qu'Ancelotti va plus privilégier Camavinga que Ferland Mendy. Et donc là aussi on peut se poser la question, est-ce que Ferland Mendy ne va pas devenir un indésirable parce que je pense plus que c'est Fran Garcia qui part en ballottage beaucoup plus favorable. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que le Real est plus faible que l'an passé? C'est vrai que ça, c'est une vraie question parce que j'ai l'impression qu'avec le départ de Benzema, avec Modric et Kroos qui prennent de l'âge, avec Carvajal qui évidemment est déclinant, on a l'impression que le Real est quand même moins fort que l'année dernière, même que l'année d'avant. Et ça, franchement, ça pose une vraie question. Est-ce que le Real est plus faible que l'an passé? Évidemment, on le verra sur le terrain en août, en septembre, en octobre, on aura le temps d'en reparler. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur le papier, j'ai quand même l'impression que ce Real est plus faible, mais c'est plus dû au départ de Benzema et à l'arrivée de Rossellou, par exemple. On voit qu'à l'arrivée, tu perds Benzema, tu prends Rossellou, forcément, ton niveau global en pâtit. J'ai envie de te dire, la note d'attaque baisse considérablement. Mais à côté, tu peux encore amener Mbappé qui va augmenter cette note d'attaque-là. Donc voilà, tu sais jamais ce qui peut se passer, mais je pense que ce Real-là est quand même plus faible, j'ai l'impression, que l'an passé, parce que tu as perdu Benzema, que tu as ramené Rossellou à la place. Donc là aussi, tu en pâtis un peu, parce que tu as des Modric et Kroos, des Carvajal qui vont être de plus en plus déclinants. Tu as Fran Garcia qui arrive, qui n'a pas forcément d'expérience, alors qu'avant, tu avais Ferland Mendy qui, grâce à lui, tu as réussi à gagner la Ligue des Champions. Mais à côté de ça, tu as quand même des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Valverde, comme Camavinga qui sont en constante progression. Donc tu as quand même cette base de jeunes-là qui te permet de te dire que ces mecs-là vont progresser et que c'est eux qui vont amener le Real vers le haut et que c'est grâce à eux que le Real progresse. Mais tu as aussi d'autres joueurs qui, finalement, ne sont peut-être plus adaptés au haut niveau parce qu'ils prennent de l'âge et finalement, le niveau global de l'équipe décline à cause de ça. Donc en fait, tu sais pas, il y a ce mélange entre jeunes et vieux qui fait que oui, d'un côté, tu progresses, mais d'un autre côté, tu déclines considérablement. Donc on sait pas vraiment. Il y a aussi le cas Mbappé. Si Mbappé vient à signer, évidemment que tu vas devoir débourser une grosse somme, plus de 100 millions. Ce sera un peu bête, sachant que tu peux l'avoir l'année prochaine à 0 €. Mais c'est vrai que si Mbappé arrive, ça va complètement bouleverser le Real Madrid. Et ça, forcément, c'est une donnée à prendre en compte parce que si Mbappé vient, je vais le dire, il va complètement déséquilibrer l'attaque du Real, que ce soit positivement ou négativement. Il va tout changer. Est-ce que tu le mets en neuf? Est-ce que tu sacrifies Vinicius? Est-ce que tu sacrifies Rodrigo, Valverde de l'autre côté? Donc là aussi, il va y avoir un problème qui va commencer à se poser. Je pense que Mbappé, à l'heure actuelle, il apporte plus de problèmes que de solutions. Et j'ai plus l'impression qu'il faut garder cette stabilité-là avec un Rossellou et partir comme ça plutôt que de s'engouffrer dans un dossier Mbappé où finalement on va plus vraiment parler de football, où on va parler que de ça. Après, ça peut permettre à Ancelotti de travailler peut-être plus sereinement. Si on parle que de Mbappé, on va moins parler de lui et forcément il va mieux travailler. Mais c'est vrai que le cas Mbappé va accaparer toute l'attention lors du mois d'août et ça forcément ça va peut-être être beaucoup plus difficile et que s'il arrive il va peut-être déséquilibrer cette attaque qui s'était vraiment bien mise en place, Vinicius, Rodrigo, Valverde, ça marche très bien, on est face à des joueurs qui s'entendent très bien, qui ont beaucoup d'automatisme, de complémentarité, qui ont gagné une Ligue des Champions ensemble et Mbappé viendrait un peu casser tout ça. Il y a aussi l'avenir d'Ancelotti, on sait qu'Ancelotti va quitter le club à l'issue de la saison pour s'engager avec le Brésil, qui sera son successeur et je me pose une question, est-ce qu'on part pas sur une énième année de transition au Real? Après, le Real a gagné la Ligue des Champions en 2022 sur une année dite de transition, donc c'est pas parce que
tu es sur une année de transition que tu vas pas gagner la Ligue des Champions. L'année de transition, c'est juste pour parler, c'est juste du mot, c'est juste des phrases qu'on dit comme ça, nous, parce qu'on aime bien parler de football. Mais en vrai, sur une année de transition, tu peux tout à fait gagner une Ligue des Champions. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai plus l'impression qu'on part sur une nouvelle année de transition, surtout si Mbappé signe pas, parce que si Mbappé signe, là, tu signes vraiment ton étendard sur les 10 prochaines années, mais si Mbappé ne signe pas, je pense que tu pars sur une énième année de transition qui prendra fin lorsque Mbappé signera l'année prochaine. Mais je pense que pour l'instant, on est sur encore une année de transition parce que tu engages des jeunes, Gouler, Bellingham, qui vont progresser doucement, avec des joueurs comme Modric, Kroos, Carvajal qui vont les accompagner. Donc voilà, je pense qu'on repart quand même sur cette année de transition, sur cette fameuse année où tu retravailles, etc., où ton objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions, mais si tu signes Mbappé, ça va complètement changer parce que lui, quand il va arriver, il va absolument tout changer. Et lui, son objectif, ça va être de gagner la Ligue des Champions. Et on sait qu'avec ce genre de mec-là, gagner la Ligue des Champions, c'est la priorité. Il faut la gagner chaque année quand tu as des mecs comme Mbappé, comme Vinicius dans l'équipe. Donc voilà, je pense qu'on part sur une année de transition parce qu'Ancelotti quitte le club à la fin de la saison parce que Mbappé n'est pas sûr de signer. Mais si Mbappé signe, que tu connais rapidement l'identité du prochain entraîneur l'année prochaine, on peut rapidement basculer sur une saison finalement qui pourrait t'amener à gagner la Ligue des Champions et qui pourrait voir que la Ligue des Champions serait l'objectif principal du Real Madrid l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.